Déjà, réduire le gaspillage, elle a 1000 fois raison. Quand on sait que 30% de l'eau n'arrive pas à destination parce que notre réseau est mal en point, il faut réparer et éviter le gaspillage de l'eau. Deuxième chose, il faut poursuivre la recherche telle qu'elle a été engagée, puisque en l'espace de 20 ans, on a amélioré de 30% l'efficience de l'eau. On met des sondes capacitives qui mesurent l'humidité des sols. On apporte l'eau qu'au bon endroit et au bon moment grâce à ces techniques d'identification. C'est une gestion des données. On cultive des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse, donc on a moins besoin d'eau. On adapte les dates de semis, la précocité des variétés. Donc on a tout un arsenal, mais la recherche doit nous aider à faire davantage. Et puis, il faut lever un tabou en France, qui est le stockage de l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Tout le monde le dit. Un exemple, cette année pour les pommes de terre, les parcelles irriguées vont faire moins 25% de récolte, de rendement. Les parcelles non irriguées vont faire moins 30 jusqu'à moins 50% de récolte. Donc moins de pommes de terre, les frites seront plus chères. Et donc, produire insuffisamment, ça nous expose à d'autres conséquences. Donc, il faut mieux gérer l'eau et sortir d'un tabou en France que stocker l'eau, c'est mal. Beaucoup de pays plus au sud, l'Espagne, le Portugal, Israël, ont commencé avant nous à stocker de l'eau, à utiliser les eaux usées, à les recycler. Donc, alors oui, c'est présenté comme quelque chose de génial ailleurs. Mais personne ne pense pouvoir le faire chez nous. La technique, la technologie, on l'a. Il faut lever maintenant les incompréhensions. On sait stocker l'eau, la réutiliser aujourd'hui dans l'agriculture? Oui, bien sûr. Pour créer des bassins de rétention? Alors, on sait le faire, mais on ne le fait pas assez. C'est-à-dire que les départements qui l'ont fait historiquement, je pense à la Vendée par exemple, ou le Maine-et-Loire avec la réserve de Riez, qui date d'Edgar Pisani quand même dans les années 60. Il était précurseur. 4 500 000 m3 stockés. Les irrigants 50 n'ont pas manqué d'eau du tout, parce que c'est du stockage d'eau en amont, l'hiver, de l'eau qui ne rentre plus dans le sol parce que le sol est gorgé d'eau, nous la stockons. Et en plus, cette réserve d'eau, aujourd'hui, son territoire est même classé Natura 2000. Ça veut dire qu'on peut conjuguer l'environnement, le retour de la faune, la flore, qui fait que ce sont des sites remarquables et classés, et l'utilisation de l'eau. Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce d'idéologie, un peu comme ce qui a été dit hier sur le nucléaire par Jean-Bernard Lévy. Pendant 10 ans, on a dit pas de nucléaire, pas de nucléaire, puis maintenant on se plaint qu'on n'a pas les ouvriers pour travailler dans les entreprises et les remettre à flot. En agriculture, ne laissons pas filer nos connaissances vers d'autres pays qui, eux, ont levé les tabous avant nous. Il faut s'inspirer des pays qui ont connu le réchauffement avant nous, il y en a, et reprendre leurs solutions. Aujourd'hui, c'est surtout la sécheresse qui domine, vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure. Quelles vont être les conséquences à court, moyen et long terme sur l'alimentation des Français et sur évidemment et les professionnels? La sécheresse doublée d'une canicule. On a quand même eu un hiver très peu pluvieux, un printemps très chaud. Rappelez-vous, au mois de mars, on avait 25 degrés, 27 à Paris, c'était difficile. Un été chaud, caniculaire, une somme de températures extrêmement élevée. Donc les cultures qui n'étaient pas récoltées, le maïs, l'herbe, les fruits, les légumes, la vigne, vont connaître des baisses de production. Les pommes de terre aussi, je l'ai dit à l'instant. Et on le voit bien, l'agriculture, elle est très exposée au changement climatique. Notre usine à nous, elle n'a pas de toit. Nos entreprises, elles sont à ciel ouvert. Donc soit on l'admet et on anticipe et on modernise et on trouve des solutions d'aujourd'hui, soit on se dit il y aura moins de production agricole et on importera plus. Il me semble qu'au moment où l'Ukraine a son blé bloqué, toutes ses productions bloquées, l'huile de tournesol, au moment où la moutarde a été en manque parce qu'il y a eu une canicule dramatique au Canada et qu'on a laissé filer notre potentiel de production de graines de moutarde au Canada. Comment ça se fait? On parle beaucoup de la moutarde de Dijon à travers le monde. Oui, mais ça remet au centre du débat la souveraineté alimentaire, la capacité d'un pays à garder ses moyens de production. Pourquoi avons-nous perdu la moutarde de Dijon? Parce que la France a interdit des produits phytosanitaires que le Canada n'a pas interdit. Donc ils produisent des graines de moutarde avec des produits phyto interdits chez nous, mais nous importons quand même la moutarde. Donc on pollue ailleurs, paraît-il, mais les produits sont interdits chez nous. Soit les produits sont dangereux partout, soit ils ne sont pas dangereux. Donc moi, je veux de la rationalité dans l'approche. Mais manquer d'alimentation, c'est s'exposer aussi à ce que les plus démunis ne puissent pas accéder à l'alimentation. On n'aura pas de pénurie énorme, mais on aura des prix plus chers. Et donc plus de gens qui auront du mal à boucler leur budget d'alimentation. Vous êtes justement en pleine négociation en ce moment avec les industriels et la grande distribution. Comment ça se passe? Est-ce que la loi Egalim, qui est censée garantir l'égalité des prix et des coûts, est respectée? Alors, après 8 ans de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, moins 1% par an, les consommateurs ne se sont même pas aperçus, ça allait bien à tout le monde. Mais nous, on a souffert l'agriculture parce qu'on a eu beaucoup de faillites. Il y a eu l'année dernière plus 3,1%. Enfin, plus 3,1%, qui a amené un mieux. Personne n'avait prévu la guerre en Ukraine.
les engrais qui augmentent de 130%, le carburant qui double, le gaz qui est multiplié par 15, c'est-à-dire une hyperinflation qui change complètement la donne et qui oblige à renégocier plus régulièrement parce que les charges augmentent et continuent à augmenter. L'alimentation animale, pour mes animaux, elle a augmenté de 30%. Si je n'arrive pas au bout du compte à répercuter, vous vous rendez compte, 30% d'augmentation sur une charge qui représente 60% de mes dépenses pour élever un animal. Eh bien, je suis dans le rouge et je ne tiens pas longtemps. Donc, c'est juste la suite logique. Dans une entreprise correctement gérée, on apprend tout ça en cours d'économie, il faut qu'on puisse répercuter ces charges. Certes, améliorer sa compétitivité, réduire le plus possible partout où on peut, mais quand on subit le prix de l'électricité, le prix du gaz, le prix de l'alimentation animale, il n'y a pas de secret. Alors, cette année, les renégociations se poursuivent, mais oui, les distributeurs, pour certains d'entre eux, sont très durs, n'acceptent pas les hausses qui sont demandées par les industriels. Donc le retour producteur, il existe, il est inscrit dans la loi, mais les industriels qui n'arrivent pas à répercuter le prix de l'énergie, le prix du carton, le prix de l'acier, sont en très très grande difficulté aujourd'hui et c'est pas normal que l'ensemble des acteurs ne puissent pas gagner leur vie. L'alimentation, c'est capital, on mange 3 fois par jour, tous. Derrière chaque assiette, il y a un agriculteur, il y a un producteur, mais il y a aussi un industriel. Aujourd'hui, on vend plus de carottes râpées que de carottes à râper, donc il faut bien faire ce travail-là quelque part. Et nous, producteurs, on a besoin d'industries agroalimentaires profitables, rentables, qui achètent nos produits, qui les transforment, qui innovent, qui font des nouveaux produits pour maintenir la consommation française. Vous avez évoqué les prix de l'énergie qui ont augmenté de 15% et c'est que ont été multipliés par 15. Pardon, multipliés par... C'est tout à fait différent. Oui, bien sûr. Et là, justement, comment vous vous attendez à passer cet automne et cet hiver ? Là, c'est très difficile. J'ai entendu Bruno Le Maire dire nous allons limiter les impacts pour les particuliers, il n'y aura pas d'impact. OK, c'est bien pour les particuliers, c'est nécessaire. Par contre, s'il ne le fait pas pour les entreprises aussi, ceux qui arrivent en fin de contrat se voient proposer aujourd'hui des nouveaux contrats avec un prix x15. C'est impossible. C'est impossible de tenir. Mon collègue producteur de légumes en Alsace me dit je payais 19 000 €. Aujourd'hui, on me propose 45 000, 55 000 € le contrat. Il n'arrivera jamais à répercuter sur ses salades, ses navets, ses céleris, ces charges-là. Donc, si l'État ne vient pas en accompagnement des entreprises énergo-intensives qui ont besoin de beaucoup d'énergie, et je vous donne un autre exemple, quand on produit du lait pour faire de la poudre de lait ou pour faire du fromage, il faut sécher le lait, il faut beaucoup d'énergie pour le transformer en poudre de lait. Idem les betteraves. Prenez une betterave et imaginez le sucre cristal que vous avez pour sucrer votre café. Entre les deux, il y a énormément d'énergie nécessaire. Donc nous sommes un secteur qui a besoin d'énergie. Si les entreprises ne sont pas aidées sur cette explosion littérale de l'énergie, ça ne tiendra pas. Et la sobriété énergétique qu'on entend depuis déjà 2 mois, est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous pouvez aller ou c'est... Comme tous les secteurs, nous allons travailler vers la sobriété. Nous avons déjà engagé un certain nombre de choses pour la moindre consommation de carburant, pour réduire aussi avec des bâtiments basse consommation d'énergie. On fait de la géothermie, on fait tout ça dans nos bâtiments agricoles. L'originalité de l'agriculture, c'est qu'on peut produire de l'énergie. Et contrairement à d'autres secteurs, on a de la biomasse qui pousse chaque année, des plantes. La méthanisation, le gaz vert, le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, les carburants verts. Donc l'agriculture, elle est source de solutions. J'entendais qu'il faut faire voler les avions avec beaucoup plus de biocarburants, disait la secrétaire d'État en charge de la transition énergétique. Dans nos champs poussent les carburants de demain. L'ADEME dit qu'on peut demain doubler, tripler les carburants verts. Il faut y aller, il faut foncer. C'est absolument indispensable. Et voir l'agriculture comme un secteur de solution dans la lutte contre le changement climatique, je pense qu'il faut l'intégrer dans tous les esprits. Et la méthanisation présente énormément d'avantages. En plus, avec le digestat, on peut fertiliser. Donc c'est de l'économie circulaire en agriculture qui a beaucoup de vertus. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci.